Hello, hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ici Pauline Agneau et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast. Alors aujourd'hui, mes chers amis, je suis enchantée. J'ai passé un super moment. J'espère, mais je pense que vous avez passé aussi un très bon moment. Je suis avec Fanny Moisan, qui est l'une des cofondatrices, l'une des nombreuses cofondatrices, j'ai envie de dire, puisqu'ils étaient 6 à l'origine de Vestiaire Collective. Maintenant, plus que 2 cofondateurs encore opérationnels à bord. On a parlé bien sûr de la formidable histoire de Vestiaire, mais pas que. On a parlé aussi de qu'est-ce qui avait amené Fanny à s'intéresser à la mode, au beau de manière générale, à cultiver cette sensibilité, à sortir d'un rôle purement marketing pour rentrer aussi dans un rôle plus business, au développement international de Vestiaire, puisque Fanny a quand même vécu à la fois à Hong Kong et à Londres. Bref, on a brassé large, on est parti comme je l'aime à chaque fois dans tous les sens. On a parlé aussi d'alimentation, d'équilibre de vie, d'échecs, enfin bref, on est parti dans tous les sens. J'ai pour ma part passé un excellent moment, j'ai adoré la personnalité de Fanny. Je suis sûre que vous allez apprendre beaucoup de choses, mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à ma conversation avec Fanny Moisan. Hello Fanny, Salut Pauline, je suis enchantée d'être avec toi. moi aussi. Merci d'être venue all the way de London. Merci pour l'invite. Écoute, alors bon, il y a plein de manières de commencer, mais je me suis dit que j'avais envie de faire un petit retour en arrière et Ouais, de parler de la petite Fanny, d'accord. comprendre qui elle était avant qu'on se lance dans l'aventure Vestiaire Collective, mais comprendre un peu quelles sont les valeurs dans lesquelles tu as grandi, etc. Donc, est-ce que tu peux me parler de la petite Fanny, où elle est née, dans quel contexte familial, c'était quoi ses passions, c'était quoi sa personnalité, bref, comment est-ce qu'elle était Oh cette là. petite Fanny? Ok. Écoute, je suis une fille du Sud. J'ai grandi au bord de l'étang de Thau, dans l'Hérault, Ok. dans un village de 5000 habitants, je pense, qui s'appelle Marseillan. Papa artisan entrepreneur, maman commerçante qui a fait tous les métiers du monde, un grand frère de 13 mois, mon aîné, donc en gros, je suis en retour de couche. Hem et voilà, enfance, heureuse, très proche de la nature, avec des parents qui bossaient, comme des fous. Donc une valeur travail, présente, 24/7, à la maison. Une enfant, je dirais timide, assez, et toujours d'ailleurs, introvertie. Avec, à la fois plein de rêves et plein de au fur et à mesure, plein de passions, beaucoup d'intérêt pour plein de choses qui étaient relatives à des choses assez, dans l'introspection, l'écriture, la poésie, la photographie, plein de choses comme ça qui, voilà, où j'essayais de me nourrir un peu et de peut-être de m'échapper un peu de mon quotidien qui, cela dit, était très agréable. Mais je rêvais, je me sentais un peu à l'étroit, en fait. Ouais, c'est ça, Alors, parce que petit village quand même. ouais, 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 petit village, et moi j'avais, voilà, j'avais un œil, j'avais quelque chose, j'avais envie de c'était l'époque des supermodèles, tu vois? Hmm. Les Naomi, Cindy et tout ça, et je lisais la presse, féminine que ma mère recevait à la maison et ça me faisait rêver, tu vois? Il y avait des trucs qui m'échappaient complètement, où j'avais pas du tout accès à tout ça, et je pense que ça a nourri mon imaginaire de petite fille, beaucoup. Et je pense que c'est pas un hasard si je me suis retrouvée dans la mode, à ce moment-là. Mais voilà, ça c'était la petite Fanny. Ensuite, j'ai fait, mes études à Montpellier, mon bac à Montpellier. J'ai commencé par faire du droit, où je me suis, allègrement plantée parce que ça m'intéressait pas des masses. Donc j'ai bifurqué vers un doc de sciences éco. J'ai fait une école de commerce, par la suite, à Reims en l'occurrence. Et voilà, et puis après je suis arrivée à Paris, j'ai commencé à bosser. Et tu savais, enfin, j'aime bien poser cette question parce que souvent je trouve qu'elle est assez révélatrice, mais tu avais des rêves quand tu étais petite de ce que tu voulais faire plus tard? C'est la fameuse question: «Qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras grande?» Mmh. Écoute, j'y pensais, je j'ai pas eu un rêve, j'avais plein de choses que j'aimais. J'aimais encore une fois tout ce qui était en rapport avec la psychologie, enfin vraiment. Et en fait, moi je pense en m'auto-analysant, je viens d'une famille, modeste qui n'a eu que le travail pour, tu vois, pour s'élever dans la société, et c'est tout à leur honneur, mais pour le coup, c'était le faire. Tu vois, à la maison, c'était faire. Il fallait faire, 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 Mmh. faire, travailler, 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 et il y avait zéro place pour l'émotion.
On parlait pas des émotions, on n'était pas dans ce registre-là du tout. Et je pense que pour autant, moi, c'est ma vraie nature. Et du coup, j'ai cherché beaucoup à me nourrir de ce côté-là pendant longtemps, parce que c'était un truc dont j'étais complètement coupée. Et tout ça pour dire que voilà, il y avait des zones comme ça qui m'interpellaient, mais j'avais pas forcément de vision très claire ou de métier dans lequel je me projetais dans l'avenir. Donc ça, c'est arrivé, voilà, c'est arrivé bien plus tard. Et en fait, j'ai un peu suivi, encore une fois, l'exemple familial. Mon frère, qui était un an avant moi, qui a fait, pareil, des études de commerce. Donc, j'ai suivi le flot pendant longtemps, en fait. Quelles étaient les valeurs les plus importantes que tes parents t'aient transmises? Donc, tu parlais de la valeur du travail et de l'effort, Ouais. ce qui, je pense, est un invariant commun de tous les entrepreneurs que sûr. j'ai sur le podcast qui me disent papa et maman, ils bossaient comme des fous et du coup, ça crée presque une, je dirais pas une addiction, mais tu vois, du coup, on se retrouve là-dedans. Au-delà de ça, est-ce qu'il y a des choses qui te viennent à l'esprit? La famille, la valeur famille qui était fondamentale. Encore une fois, mes parents étaient tellement en train de travailler tout le temps que le deuxième refuge, c'était la maison, la famille. Et ensuite, c'était toutes les valeurs qui étaient reliées à la terre, au sens, tu vois, le bon sens paysan presque. Où moi, j'ai une mère, et je suis pareille qu'elle, qui est une ayatollah d'une alimentation saine et d'un rythme de vie très, très sain, très proche de la nature. On va en parler plus tard, ça, parce que je pense que ça, avec la compatibilité avec le monde de l'entrepreneuriat, n'est pas toujours évident. Donc, Oui, mais je pense que ça le nourrit, donc Ouais, on peut y on va en revenir. parler. J'ai une petite théorie là-dessus, mais donc ça, l'humilité, je pense que c'était et c'est toujours d'ailleurs des gens qui ont du mal à regarder derrière et à être fiers du chemin accompli, parce que finalement la route est encore devant et pas trop derrière. Tu as du mal à te féliciter, à Ouais, célébrer la victoire? beaucoup, beaucoup. Bon, bah, moi, je te dis que tu peux être fière de là où tu es. Merci. Mais ouais, je vois ce que tu veux dire. On est Ouais, toujours dans le coup d'après, quoi. ouais, et puis attendre peut-être aussi ça c'est plutôt chez moi, mais la validation de l'extérieur plutôt que de l'intérieur, tu vois? Ça, c'est un truc qu'il faut que j'apprenne encore. Mmh. Hem, C'est rafraîchissant que tu le dises parce que je pense que beaucoup de personnes se diraient, «Elle en a pas besoin», tu vois? Enfin, si, si. Si, si, j'ai encore, tout le temps besoin qu'on me dise, tu vois? Qu'on me tape sur l'épaule, qu'on me dise: «C'est bien» et «Bravo» et «Continue» et cetera, et je pense que ça, c'est un travail sur soi, en l'occurrence, qu'il faut faire, ouais, et puis de toute une vie, hein, à mon parce que avis. exactement. Je vois très bien. T'inquiète pas. Si ça te dérange pas Fanny, je veux bien, du coup qu'on fasse une petite incise et qu'on parle de cette théorie du bon sens, hérité de ta maman, le bon sens alimentaire dont tu me parlais. Tu me disais: «J'ai une petite théorie, sur, la compatibilité entre le bien vivre, on va dire, et le monde de Ouais. l'entrepreneuriat». Parce que ma théorie, enfin qui est pas très scientifique en l'occurrence, mais que l'entrepreneuriat pour moi c'est un marathon. Tu le sais mieux que moi. Ça dure et c'est fait, enfin, et tu peux t'inscrire dans la durée, en tout cas en tant qu'entrepreneur, et si tu veux durer, il faut manager ta monture, c'est-à-dire avoir, enfin en tout cas pour moi, pour aller puiser l'énergie dont j'ai besoin au quotidien, si j'ai pas quelque chose de sain et un socle sur lequel me reposer et aller puiser cette énergie, je tiens pas, Mmh. clairement. Et cette énergie-là, c'est là où je parle de bon sens paysan, c'est, le sommeil, c'est une alimentation super équilibrée, c'est, suffisamment de sport ou de mouvement, en tout cas, pour te permettre de balancer tout ça, et ça, je sais que si je ne l'applique pas, je suis bonne à rien concrètement, et ça, c'est ma mère qui me l'a inculqué, de façon un peu rigide, mais je la remercie parce que je pense que si j'avais pas eu ce socle-là, tu vois, et même aujourd'hui à 48 ans, j'amène, tu vois, je me fais mes lunchbox au bureau, je fais attention de manger mes protéines, d'acheter mes légumes, frais, chez le Mmh. primeur, et de cuisiner en fonction des saisons, et cetera, et cetera, et je trouve que c'est voilà, j'en puise beaucoup, beaucoup de ressources et de bien-être surtout. Il y a eu des périodes dans ta carrière où tu as été obligée de faire des compromis et où tu as plus pu, avoir ce même rythme équilibré? Alors, pas forcément au niveau du temps de travail parce que j'imagine que tu travailles beaucoup, mais au niveau, de ces à côté qui, en fait, n'en sont pas, qui font que justement tu te sens bien, donc l'alimentation, le sommeil et cetera. Ouais, quand je suis arrivée à Hong Kong, en fait, donc moi, voilà, j'aime bien manger, j'aime cuisiner parce que c'est aussi des moments de respiration, en tout cas, ou de méditation presque pour moi. Hem,
Et quand je suis arrivée à Hong Kong, en fait, à Hong Kong, tu vis avec ce qu'on appelle une helper. Donc, c'est une dame qui vit chez toi, en l'occurrence, parce que les appartements sont conçus comme ça, et qui s'occupe des enfants, de la maison, éventuellement de l'alimentation. Et bref, moi, je m'étais dit, j'étais arrivée plein de grands principes en me disant, non, non, moi, la bouffe, c'est moi, la cuisine, c'est moi, etc. Et en fait, ça a tenu un moment. La réalité de Hong Kong, elle est un peu compliquée. C'est-à-dire que si tu veux des bons produits, Ouais. il faut aller faire 20 boutiques différentes pour aller sourcer tes trucs. Et, enfin, concrètement, me suis retrouvée dans un moment où j'avais pas le temps de tout gérer, d'apprendre Puis tes enfants étaient petits en plus à l'époque, non? mes filles avaient, ouais, entre 10 et 15, OK. et voilà, et j'avais pas le temps de gérer, tu vois, la courbe d'apprentissage, de ma nounou, m'assurer qu'elle cuisine les bons produits, et cetera. Enfin bon, j'ai un peu lâché et puis bon, j'étais dans une nouvelle phase de ma vie professionnelle. J'ai un peu lâché et c'est vrai que c'est ce qui m'a le plus manqué, c'est d'avoir ces temps de Mmh. respiration qui étaient en fait la cuisine, pour moi. Et je me suis rendu compte que je faisais plus avec mes mains et que ça participait énormément à mon équilibre. Et le fait de manger, en tout cas ce que j'achetais moi-même, pareil, ça m'a beaucoup manqué. Ouais et puis je trouve que c'est aussi ces moments-là, bon c'est pas forcément la cuisine, mais ça peut être, tu vois, du sport, de la marche, des choses comme ça, être, connecté avec la nature comme tu disais, où c'est des moments où finalement tu ne travailles pas et Bien ça sûr. paraît bête à dire, mais tu ta vie n'est pas uniquement ton travail, Ouais, quoi. et puis enfin moi je sais que ça met mon cerveau au repos Mmh. et même ça me nourrit au sens où ça peut tu vois, c'est des moments propices Mmh. à avoir des C'est idées, clair. ton cerveau certes il est pas en train de bosser, mais Il est pas en train de produire, donc du coup il se lâche. voilà, il y C'est a des choses intéressant. qui émergent à mon avis sur ces moments un peu de repos ou en tout cas de concrétisation, indirecte, de tes journées, quoi. Alors pour revenir, mais tu verras ce podcast, il est toujours un petit peu, de bric et de broc et du coup j'aime bien partir dans tous les sens. Mais pour revenir quand même, à ton histoire, je comprends à peu près comment tu tombes dans le monde de la mode qui est finalement, par un atavisme familial, et tu cet attachement et ce désir de beau en plus et d'émotion, j'ai Ouais. l'impression. Mais si je me trompe pas, donc tu commences tes études dans le droit et puis c'est après seulement que tu commences à t'intéresser réellement, en tant que business quoi, au monde de la mode? Ouais, je pense que ce qui a été, un peu le déclencheur chez moi, c'est que ma maman, donc qui était commerçante, quand j'étais, voilà, à la fac de droit et puis même un peu avant, elle avait, à Montpellier en l'occurrence, des boutiques dont certaines, où elle vendait de la mode. Alors c'était des petites marques et cetera, mais et moi, habitant dans la même ville et lui donnant un coup de main, très régulièrement, je me suis retrouvée, voilà, à mi-chemin entre cette industrie-là de la mode et le business, quotidien, tu vois? D'une petite boutique, qui devait, gérer, ses commandes, gérer son merch, gérer tout, toute la relation client et cetera. Et je pense que ça, voilà, j'avais 18 ans, 18-20 ans et ça m'a pas mal marqué. Je l'ai pas réalisé tout de suite, mais c'est là où j'ai mis un pied vraiment dans le business, et la mode, c'était, voilà, c'était ce qui m'a fait rêver quand j'étais petite. Encore une fois, ma maman qui était pas du tout une fashionista, mais qui aimait les belles choses. Je la voyais revenir, petite avec de temps en temps un tailleur à Alaïa, absolument incroyable, et donc elle m'a quand même donné énormément le goût des belles choses et ça a été assez, fondateur de mon amour, pour la mode. Alors, là aussi, si je me trompe pas, donc tu commences à travailler d'abord, dans différentes entreprises et tu commences à créer un peu ta compétence quoi aussi, Mmh. marketing notamment dans le monde de la mode, c'est ça? Ouais. Hem, Qu'est-ce qui se passe pour qu'à un moment donné tu te dises: «OK, bah, j'ai envie maintenant de me mettre à mon compte», qui est quand même un moment toujours un petit peu effrayant, pour quelqu'un qui a un job, bien sous tout rapport et toi, si j'ai bien compris donc, bah, c'était le cas quoi, parce que tu étais employée concrètement? Oui et non. Alors Je vas-y te coupe, raconte-moi. donc je sors de mon école de commerce, je commence un premier job. Je cherche dans la mode, je trouve pas de trucs qui me plaisent énormément. Je commence un premier job en marketing, tu l'as dit, mais dans la déco, OK. pendant 5 ans C'était et quelle boîte? c'était une boîte qui s'appelait Venilia. Alors je t'explique, j'étais chef de produit sur des, toiles cirées,
des sets de table et du bulle-gomme, si tu veux. Donc tout à fait toi. Tout à fait moi, passionnée par mon produit. Non, honnêtement, ça a été une vraie courbe d'apprentissage parce que forcément, j'apprenais beaucoup de choses. C'était mon premier job. Je dealais avec la grande distribution, spécialisée ou pas. Bon, bref, il y avait plein d'éléments qui étaient intellectuellement satisfaisants. Maintenant, j'ai aussi mangé mon pain blanc, au sens où j'avais aucune affinité avec le produit. Mmh. Et les équipes, si talentueuses soient-elles, c'était pas non plus mon domaine et vraiment des gens avec qui je connectais de façon plus sensible. Donc ça m'a aussi permis d'ouvrir les yeux sur ce que j'avais pas envie de faire. Et là, après 5 ans dans cette boîte, j'ai eu ma première fille Louise. Et elle est née en janvier, si tu veux, et je savais que je voulais 2 bébés, tu vois? Un peu reproduire le schéma familial, 2 bébés assez rapprochés, et là, je me suis dit: «Non, c'est pas possible, je vais pas pouvoir passer tout l'hiver, Mmh. sans avoir mon cerveau, au travail». Et comme je veux pas forcément revenir dans ma boîte, bah, est-ce que c'est pas l'occasion de faire un shift vers l'industrie de la mode? Donc je me suis inscrite à l'IFM, où j'ai fait le master, spécialisé dans le management de la mode et du design. Qui t'a plu d'ailleurs? Qui a été génial et qui a été pour moi une de mes étincelles, vers l'entrepreneuriat. Et en fait, j'ai fait donc cette école enceinte de ma deuxième fille, et j'ai accouché quelques jours après la sortie. Donc en fait, en 3 ans, j'ai bulké, Je veux dire. Tu 2 enfants et une école. et une reconversion, Voilà, pas mal. et tout ça pour dire que c'est là, en fait, je pense que la naissance des filles a complètement changé ma perspective sur les choses, mon travail. Je savais que j'avais envie, pour m'épanouir, de bosser, mais j'avais aussi la chance de pouvoir éventuellement rester à la maison parce que financièrement, mon mari me supportait. Et c'est là où je me suis dit, en fait, si tu veux retourner au boulot, il faut que le truc te passionne. Parce Mmh. que je sortais d'une expérience qui, pour le coup, ne m'avait pas passionnée. Et donc, j'ai cherché un peu ma passion dans cette industrie-là. Et ça, c'est ça qui, finalement, qui a été la genèse de Vestia. C'est que ne trouvant pas dans l'industrie le job dont je rêvais, au bout d'un moment, je suis arrivée et j'ai reconnecté un peu avec tu vois, l'ADN familial en me disant, bah, en fait, ce job-là, s'il n'existe pas, tu vas le créer. Et c'est là où, encore une fois, j'ai ouvert les yeux sur l'entrepreneuriat. Et j'ai commencé donc à regarder un peu cette industrie, à faire un pas de côté, à essayer de comprendre ces challenges. Et c'est là que, voilà, que l'idée de Vestiaire est arrivée, si tu veux qu'on en parle un peu. Oui, oui, oui. Bah, Donc, écoute, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui nous écoutent, qui la connaissent, mais je veux bien quand même que tu la redonnes, en substance, et que tu nous réexpliques en fait, qu'est-ce qui a fait que tu as eu ce déclic et qui fait que tu as eu cette idée qui, si je me trompe pas, c'était quoi? Autour de 2008-2009? c'est ça, exactement. Donc, c'est quand même très précurseur à Ouais, l'époque. ouais. Et ouais, complètement. En fait, quand je te dis j'ai fait un pas de côté, donc je regardais cette industrie, je me suis rendu compte de plusieurs choses, que elle avait considérablement évolué depuis des années. Tu vois, la façon dont ma génération consommait par rapport à la façon dont ma mère et ses amis consommaient n'avait plus rien à voir. Je pense que c'était, enfin c'est pas je pense, c'est, la fast fashion avait complètement, altéré voilà, les façons de consommer et les différentes attitudes de conso. Toute l'industrie s'était énormément accélérée et on se retrouvait avec un problème et un constat qui était que tous les placards étaient pleins à ras-bord Mmh. et on était constamment en train d'acheter plus encore des nouveaux trucs il y avait les réseaux sociaux qui étaient en train d'exploser. Puis Et en l'e-commerce aussi qui commençait à enfin, plus qui commençait à l'époque, Bien ouais. sûr. Et en fait, moi, la réalisation, le moment très précis, c'est quand dans un magazine de mode, le Elle français en l'occurrence, pour pas le citer, je vois un énorme article sur la génération des récessionnistes. C'était ces filles qui étaient les premières blogueuses à l'époque, qui commençaient à revendre sur leur blog parce qu'il fallait qu'elles se Oui. refinancent. Et, et donc là, voilà, je comprends la surconsommation. Je comprends que acheter à un père ou en tout cas à une fille qu'on admire ou qu'on trouve sympa ou peu importe, dont on aime le style, ça fait aussi beaucoup de sens. Parce qu'on sort un peu du discours formaté marketing des marques.
Et sauf que c'était improbable d'acheter sur des blogs, enfin c'était une usine à gaz. Et donc là, j'étais face à une vraie insatisfaction et à un vrai problème Mmh. que je pouvais résoudre. Et c'est l'IFM qui m'avait donné les clés justement pour résoudre ça, en me disant, en me donnant une petite formule pour créer une boîte quelque part. Et c'est quoi cette formule? Bah, c'était mon prof d'entrepreneuriat à l'IFM qui disait, en fait, au quotidien, tu vas tomber sur des insatisfactions qui peuvent être de tout ordre différent. Et ces insatisfactions-là, note-les. Note-les sur un carnet parce que si tu arrives à trouver une réponse à cette insatisfaction, tu as le doigt sur un business. Parce qu'il y a potentiellement plein de gens dans le monde qui ont la même insatisfaction. Donc si toi, tu y réponds, tu crées un nouveau business. Et ça a été ça mon truc. Ça a été Mmh. de dire, en fait, moi, je ne suis pas capable d'aller sur ces blogs 10 fois par jour, d'être la première à envoyer un mail, machin. Ça ne fait pas de sens, en tout cas dans ma vie quotidienne de maman. Donc je vais répondre à ce truc-là. Je vais mettre toutes les filles qui aiment la mode sur la même plateforme. Et je vais essayer de résoudre ce problème de gaspillage, Mmh. entre guillemets, qui avait été généré par la fast fashion, et de dire, en fait, il faut donner une deuxième vie à tous ces produits-là qui dorment dans les placards, parce qu'on sait très bien que même si on a 15 jeans ou 15 vestes, on va en porter 2 et pas 15. Et donc, c'était toute cette réflexion-là qui m'a amenée à créer dans ma cuisine avec mes enfants sur les genoux le business model et en tout cas l'idée de vestiaire. Et si je me trompe pas, c'est aussi, suite à une rencontre que tu passes encore plus à l'action. C'est-à-dire que l'idée, elle est là, le business, en fait, il est identifié, la vision, en fait, elle est Mhm, là, tout mhm. simplement. Mais après, bah, en gros, tu as besoin, de passer à l'étape d'après qui est: «OK, maintenant, faut le faire». Ouais. Et c'est pas on sait toujours qu'entre l'idée et le faire, il y a un pas qui n'est pas toujours facile à franchir. Est-ce que tu peux m'en parler et me dire comment ça se passe? Complètement. Alors là, c'est là où la chance est intervenue, notamment parce que donc Et tu as j- su la saisir? voilà, jamais créé de boîte de ma vie, 30 ans, et cette idée folle en tête, aucune compétence dans le digital, enfin, dans le Oui, c'est vrai. marketing, mais même encore la mode, tu vois, un peu de loin. Et là, mon frère, qui est donc aussi entrepreneur, m'envoie un mail en me disant: «Tiens, regarde, j'ai un pote qui s'appelle Seb, qui va monter cette boîte», et en 3 lignes, il y avait le pitch de mon idée. Et là, je me suis un peu Ah bah, oui, liquéfiée ouais, c'est clair, j'imagine que la réaction, c'est pas, en me genre, disant: c'est «Merde, tu pas la seule, tu vois, à avoir eu, ce déclic». Et là, je me prends mon courage à 2 mains en disant à mon frère: «Écoute, présente-moi ce Sébastien parce que je travaille sur la même chose». Et donc nous voilà, à Neuilly, chez Durand-Dupont, avec nos 2 business plans, face à face, en train de dire: «Bon, bah, voilà, ça c'est mon idée, ça c'est la mienne», et de se rendre compte qu'on était, sur la même longueur d'onde, que nos idées étaient tout à fait, alignées et complémentaires, parce qu'il y avait des petits détails qui s'imbriquaient bien les uns dans les autres. Et que surtout, j'arrivais moi avec une compétence, un peu différente, donc bah, la oui, compétence marketing. même marketing, achat, Voilà. style, et cetera. Mmh. Exactement, et que à l'époque, il y avait déjà autour de Sébastien, il y avait déjà, 2-3 personnes qui étaient là, mais qui n'avaient pas cette compétence-là. Donc long story short, Mmh. on se rencontre, et on clique sur le fait que, un, on est la bonne équipe en termes de complémentarité, et que 2, les business plans se rejoignent et font complètement de sens, et même s'enrichissent l'un et l'autre, pour lancer Vestiaire. Écoute, c'est hyper intéressant que tu dis ça. Je sais que tu as déjà raconté cette histoire, mais il y a tellement de personnes qui, quand ils voient, alors qu'ils en sont au tout début de leur aventure, un concurrent qui pourtant pourrait être, comme dans ce cas, très complémentaire, Bien sûr. se liquéfient et se disent: «OK, c'est fini» et ça devient l'ennemi juré, alors que là, vous avez un exemple brillant, en Bien fait, sûr. d'adaptation et de Et je pense, en tout cas pour moi, je parle pas pour eux, mais pour moi, j'avais, tout à fait très tôt réalisé que c'était, cette boîte ou cette idée, c'était un monstre, ouais. comparé à mes tu vois, à mes compétences. J'étais très humble sur ce que je pouvais apporter, à Vestiaire, ou à cette idée en tout cas, et qu'il me fallait, les compétences, que je n'avais pas autour de moi. Et je pense que ça, c'est un des écueils que je vois souvent dans l'entrepreneuriat. Je vois beaucoup de gens qui s'associent avec d'autres personnes qui ont les mêmes compétences. Mmh. Et en fait, c'est très simple, mais surtout ne pas faire ça, parce que forcément, il y a plein de domaines que vous ne maîtrisez pas, et c'est ça qu'il faut essayer de couvrir. Et nous, la chance qu'on a eue avec Vestiaire, c'est que tous les 6, on couvrait à peu près tout, voire tous les domaines, tu vois, depuis, la tech, le product,
le digital, le marketing, la logistique, la mode, et cetera. Donc ça a fait vraiment la force de l'association de Mmh mh. vestiaires et tu as raison, je pense qu'il faut complètement ouvrir dès le départ parce que c'est en étant, plusieurs cerveaux sur un sujet qu'on est plus intelligent. Bah et puis surtout un gros sujet comme le vôtre parce Ouais, qu'effectivement, je pense que vous avez un business, enfin beaucoup de business sont complexes, mais le vôtre quand même, ouais, il est très, très complexe. je le connais de loin, mais il me paraît quand Ouais. même pas évident et donc c'est vrai que j'avais toujours été frappée par le fait que chez Vestia, vous étiez 6 cofondateurs et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui nous écoutent qui se disent: «Mais 6 cofondateurs, un peu WTF, mais genre comment est-ce que tu gères 6 cofondateurs? Qu'est-ce qu'ils font ces 6 cofondateurs?» Donc je veux bien, si ça te dérange pas, en parler donc un peu dans les grandes lignes de, bah, pourquoi on comprend la complémentarité, mais pourquoi est-ce que vous êtes, associés entre guillemets «aussi nombreux?» et puis ensuite, si ça te dérange pas, un peu aussi l'histoire, Bien sûr. de l'évolution de cette association. Parce que je peux imaginer enfin, je sais qu'aujourd'hui, il y a plus 6 cofondateurs opérationnels Mmh. et donc je trouve ça très intéressant de rentrer un peu dans ces étapes. Ouais, donc je te disais, 6 sur 6 domaines, différents. On a eu, je pense aussi pas mal de chance sur les tempéraments, parce qu'il y a le domaine de compétences et ensuite il y a tu vois, il y a l'humain et le caractère de chacun. Bah, c'est clair. Dans les 6, il y avait pas 6 leaders, qui se seraient, peut-être un peu tapés dessus au fur et à mesure du temps. Il y avait des 2 voire 3 qui étaient plus leaders et d'autres qui étaient plus suiveurs, sans aucun jugement là derrière, hein. C'était vraiment juste des caractères un peu différents. Donc et le fait qu'on soit, vraiment sur des métiers et des compétences différentes, ça a été, finalement relativement simple. Je pense que ce qui a aussi fait que ça a marché, c'est que la vision, de Vestiaire était tellement claire, que le modèle était aussi très, très clair. On n'a jamais pivoté, tu Mmh. vois, il n'y a jamais eu de rupture, quelque part dans tout ça. Donc ça a fait que, finalement, ces 6, c'était encore une fois un atout plutôt une contrainte. Et rappelle-moi, c'était 6 personnes, c'est quoi les domaines de à chaque fois? Alors Seb, qui était le CEO, qui était lui, qui venait d'une carrière, purement digitale. D'accord, Donc, Sophie, qui est toujours ici, qui était dans la mode au sens produit du terme, d'accord. donc elle a géré, beaucoup de choses afférentes à ça. Enrique logistique. Christian, qui a touché à plein de choses, au début un peu la tech, le product, ensuite la logistique et Alex qui était lui pur CTO, D'accord. vraiment tech. OK. J'ai oublié personne, non? Et moi marketing, voilà. OK. Oui, donc en fait, à la fois du business, du produit, du marketing et Voilà. puis dans votre business qui est très important, beaucoup de back office. Enfin, je dis back office, ça peut paraître Ouais, dévalorisant, mais au contraire, toute la partie logistique et cetera qui est énorme chez vous, en fait. exactement. Et en plus, dans un autre axe, l'ADN mode, Mmh. que Sophie et Avec moi on a Sophie, bien sûr. apporté, Enrique et Seb aussi pas mal. Ils avaient une fibre en tout cas très forte. Donc on était très, balancés, sur tous ces niveaux-là. Je pense que ça a fait notre force. Et encore une fois, vision très claire, roadmap très clair, et cetera. Donc tout ça, on a lancé Vestiaire, tous les 6. Et en fait, dans l'histoire et le développement de Vestiaire, on a les premiers qui en sont sortis sont Christian et Alex, qui sont eux 2 serial entrepreneurs qui avaient déjà une web agency, bien avant Vestiaire, qui avaient monté plein de projets. Eux, au bout de quelques années, je ne saurais pas te dire exactement combien, peut-être 6, 7, ils nous ont dit, «C'est trop gros, on est des mecs, du début, D'accord. on aime construire, donc on préfère sortir». OK. Voilà, ça a été, un 1er moment, qui était, je trouve, hyper, brave, en tout cas brave au sens courageux de leur part et à la fois très très humain, qui est de dire: «Non, là, Ouais. on passe». Donc les 2 sont sortis et ensuite la deuxième étape, ça a été, Seb et Enrique qui sont partis un peu plus tard et qui, je pense, correspondaient à un moment où Vestiaire avait besoin d'autre chose. Seb étant le CEO, il avait amené la boîte, c'est un gars qui a une Mmh. vision absolument, dingue et qui est un excellent, commercial au sens où il savait, vendre cette histoire-là, notre histoire aux investisseurs et etc. Et après, à un certain moment, Vestiaire a eu besoin d'autre chose, hein, de passer à une autre étape et d'avoir quelqu'un qui puisse, scaler, vraiment, Vestiaire de, 200 Bien à sûr. 1 milliard. Et c'est là où Seb, est sorti. Enrique, est parti aussi. Il avait envie, je pense, de faire autre chose. Il était, fatigué.
Donc ça a été la deuxième phase, il y a à peu près 5-6 ans. Depuis Max Bittner, qui est notre CEO, nous a rejoints. Et voilà, et Sophie et moi, on est toujours là, 15 ans plus tard. Mais ça, c'est dingue, tu vois? Enfin, je te remercie d'en parler parce qu'il y a beaucoup de gens quand ils créent leur boîte, quand même, qu'on le veuille ou non, qui se disent: «OK, moi je crée ma boîte» et ils se projettent à 5 ans Ouais. et ils se disent: «En tout cas dans 5 ans» enfin déjà on a du mal à se projeter plus loin Bien sûr. et puis qu'ils se disent: «Bon, bah, finalement je vais la revendre» ou je sais pas, «Je vais partir» ou «Je vais faire un cash out» ou je ne sais quoi et alors moi ça fait que 12 ans donc C'est pas je mal suis déjà, un écoute. petit bébé par rapport à toi, mais ça fait 12 ans, toi ça fait 15 ans. Je te pose une question et tu es pas obligé de répondre, mais est-ce qu'à un moment donné, tu t'es posé la question de dire: «OK, bah, moi aussi finalement, c'est bon, j'ai fait mon temps, j'ai envie de partir» parce que c'est long 15 ans? C'est très long. Écoute, pour te répondre, la question forcément je me la suis posée, je me la poserai toujours. Maintenant et je parle, je pense au nom de Sophie aussi, on est tellement animés, par la passion de ce projet qui est en fait une vision un peu, vraiment très long terme parce que nous, Vestiaire, c'est vraiment de transformer l'industrie de la mode, tu vois? On est parti du constat de cette industrie est ultra polluante et elle marche sur la tête, il faut qu'on la renverse. Donc je te laisse voir le l'ampleur Il y a un du peu de boulot. travail. Donc 15 ans, c'est rien, c'est une goutte d'eau. Donc voilà, on est très, très, très passionnés par ce qu'on a construit et par cette vision. Maintenant, ça n'empêche pas que voilà, 15 ans, c'est un marathon qui est long. Il y a beaucoup de fatigue et de temps en temps, dans certains moments de ta vie, tu te dis aussi: «Bon, est-ce que j'ai pas besoin de me réinventer? Mmh. Est-ce que j'ai envie de ça toujours? Est-ce que» donc tu te poses pas mal de questions. La réalité, c'est que c'est une balance, quoi. La passion aujourd'hui est plus forte que les questions qui peuvent surgir de temps en temps. Donc voilà, on est là et je pense qu'on apporte encore beaucoup, beaucoup d'énergie fondatrice et d'ADN, tu vois, à l'équipe qui est aujourd'hui énorme. Il y a plus de Mmh. 600 personnes chez Vestiaire. Donc voilà, un jour, forcément, l'aventure s'arrêtera pour l'une ou l'autre, mais c'est pas demain. Not today, Non. comme dirait, je crois, Gladiator. Là-dessus, pour continuer un peu sur ce sujet, tu sais, tu disais, j'aurais peut-être à un moment donné envie de me réinventer. Mais est-ce que finalement ton rôle et l'entreprise qui a tellement évolué entre vous Mmh. étiez 6 personnes et maintenant vous êtes 600, enfin, c'est quand même monstrueux. Et puis le fait que tu aies déménagé, que tu aies vécu à l'international, j'ai quand même le sentiment que finalement tu t'es réinventé, forcément de fait, Complètement. dans le cadre de ces 15 années, quoi. Ouais. Et c'est ça qui fait qu'aussi, tu as raison, je suis toujours, là et passionnée. C'est que j'ai eu la chance, dans les 15 ans de Vestiaire, de faire un ce que j'aimais, et 2 d'apprendre des nouvelles choses, des nouveaux métiers Mmh. et de vivre un peu partout. Hem, à savoir, j'ai pas après 2 ans après avoir lancé Vestiaire, je suis partie en Angleterre pour développer tous les marchés européens basés à Londres. 5 ans plus tard, j'ai fait la même chose à Hong Kong, pour, 5 ans. Là, je suis revenue. Bref, C'est des choix en plus personnels, forts, quoi. ouais, ouais, c'est des choix, de vie, qui sont très, très forts. Mais ça m'a permis de grandir. Je pense que, tu vois, à chaque fois et c'était naturellement, je pense, quelque part dans ma personnalité, mais je l'avais pas identifié, ce besoin de challenge, en fait, permanent. Je te disais que j'ai vécu et j'ai été, construite pour faire. Et à un certain moment, ça m'a, voilà, beaucoup portée. J'ai appris aussi sur des métiers qui étaient pas forcément le mien d'origine, tu vois? J'ai vraiment mis des casquettes business pendant, toutes ces années-là, alors que moi, j'étais plus une fille de marque, de Mmh. produits et de marketing. Là, je suis revenue, là, aujourd'hui, je dirige, les équipes marketing, mais aussi les équipes impact, tu vois? Toute la partie impact, qui était certes dans l'ADN de Vestiaire, mais qui n'avait pas été travaillée, en tout cas, sur les premières années. C'est aussi quelque chose dans lequel je me réinvente aujourd'hui. Enfin bref, comme tu dis, j'ai fait, 1000 métiers, et c'est ça qui aujourd'hui continue à me plaire. Et typiquement, mon frère, qui est entrepreneur encore une fois, me disait: «Mais je comprends pas pourquoi tu es pas CEO de la boîte?» Je dis: «Mais en fait, c'est toi qui comprends pas. Rends-toi compte la chance que j'ai, de pouvoir, tu vois, faire tout ce parcours-là sans avoir, tout en étant en dirigeant quelque part la boîte, mais sans avoir le poids des responsabilités d'un CEO, et tout ce que ça comprend». Et c'est pas une ambition, que j'ai du tout. Je trouve que Max fait un travail, dingue comme Seb le faisait à l'époque.
Mais je sais que j'ai une place absolument privilégiée dans cette expérience et que voilà, qu'elle me nourrit beaucoup et que j'ai appris. C'est un chemin dingue d'apprentissage et de rencontre de nouvelles cultures et de gens fabuleux. Ouais, et j'imagine que déménager à Hong Kong pendant 5 ans, et ne pas être sur le terrain, qui est quand même plutôt basé à Paris si je me trompe Mhm. pas, aurait été difficile en tout cas. Donc, là, c'est aussi que tu t'es concentrée, j'imagine, sur ta force d'entrepreneur, de Complètement. développeuse, Ouais. finalement. Ouais, complètement. Et là, effectivement, tu te découvres au fur et à mesure de ces expériences-là. Et tu as raison, moi, ce que j'aime faire, c'est ça, c'est créer, c'est monter Mmh. des choses, recruter des équipes, convaincre les premiers clients, Puis mine de rien, quand tu l'as déjà fait une fois en France, tu peux le refaire à Londres, à Hong bien Kong, sûr, aux US. fédérer des communautés, etc., etc. Et c'est vrai que j'ai un côté à la fois très opérationnel dans ce sens-là et à la fois stratégique de par la vision qu'on a construite, etc. Donc, c'est vrai que le terrain, ouais, ça a fait ma force et ça me manque Et des alors fois. c'est marrant parce que tu vois, bon, je me reconnais un peu à mon échelle, mais le terrain, moi aussi, j'adore ça. Et le problème, je trouve, en tout cas dans mon cas, pendant longtemps, j'ai eu beaucoup de difficultés à devenir une bonne manageuse et à savoir bien déléguer. Parce que je trouve que quand on aime tellement le terrain, Ouais. on est un peu obligé de mettre les mains dedans et de déjà donner son avis sur tout, et c'est pénible, etc. Moi, j'ai fait beaucoup de travail sur moi, sincèrement, pour apprendre le management, et je peux te dire que je partais d'assez loin. Mais je voulais savoir si ça avait été un sujet pour toi. Euh, de manager, non, parce que j'aime foncièrement les gens et je suis, tu vois, le côté maman, de faire grandir les équipes, de les motiver, de les dynamiser, ça j'adore. Là où, oui, où je suis comme toi, c'est le côté contrôle fric, tu vois, un peu Mmh. difficulté à laisser un peu plus de territoire. Au début, j'ai mis beaucoup, beaucoup les mains dedans. Euh, et maintenant, j'ai pris beaucoup plus de distance justement sur le côté micromanagement. Je fais 100% confiance à mes équipes. Je leur ai toujours fait confiance, mais je suis moins dans le, tu vois, dans Tu le moins détail. besoin de Ouais. Mais c'est aussi pervers parce que du coup, Mmh. tu fais toujours un pas de côté, tu es dedans sans y être. Je sais pas, j'ai pas trouvé encore la formule magique qui fait que tu vois, tu gardes quelque chose qui soit à toi, Mmh. tout en étant le manager qui, voilà, qui fait confiance et qui fait grandir ses équipes. Donc c'est Ouais, un c'est pas évident, savant. surtout quand on est sur des sujets un peu de marque comme Ouais, ça, où finalement c'est souvent assez subjectif, on va dire, bien sûr. et où j'imagine que ce que tu vois n'est pas perceptible par tout le monde, parce que toi, tu as aussi ton 15 ans d'historique qui est Bien quand sûr, même bien sûr, bien sûr. monstrueux. Bien sûr. Donc, Et c'est difficile, voilà, mmh, d'arriver auprès des équipes, de leur amener une part d'ADN sans forcément les faire repartir en arrière sur «Hey, il s'est passé ça mmh. avant», etc. Donc c'est trouver ce subtil mélange entre voilà, des choses qui vont eux les nourrir, mais continuer à fuel un peu tu vois, l'innovation et une nouvelle histoire en tout cas Ouais. pour Vestia. Pour, revenir sur l'international, je voulais en parler parce que je sais pas à quel point c'est fréquent ou pas pour l'un des cofondateurs de partir vivre à l'international. J'ai quelques exemples sur le podcast qui me viennent à l'esprit. Je sais que Augustin de Michel Augustin, il l'avait fait avec les US, Mathilde Thomas de Caudalie, par exemple. Moi, je trouve ça assez important, et pour tout te dire, c'est probablement l'une des décisions qu'on a envie de prendre avec mon mari, Génial. de partir à un moment donné vivre je sais pas si ce sera 5 ans, mais quelque temps en tout cas, dans les pays où on va se développer. Mais du coup, je voulais avoir tes conseils, un peu des do's and don'ts, et puis aussi, finalement, est-ce qu'avec le recul, tu penses que c'était la bonne solution ou pas? Ouais. Alors nous, on l'a fait effectivement aussi sur des constats qui étaient, je crois que c'était vente privée à l'époque. Ils en parlaient beaucoup dans les interviews où ils avaient entre guillemets planté les US parce qu'ils avaient envoyé personne de l'ADN fondateur. Et moi, la petite histoire, c'est que quand on avait une première équipe à Londres, hein, au bout de quelques mois, Sarah, qui était la fille qui dirigeait l'équipe, est partie. Elle avait une super opportunité et elle m'a appelée, elle m'a dit: «Écoute Fanny, il y a que toi qui peux faire le job». Parce que en fait, c'est quand même super dur dans une boîte qui est aussi jeune, de manager le business et de donner l'ADN quand on n'en Ouais. fait pas partie, quand on fait pas partie des fondateurs. Et si tu veux, elle m'a permis, de faire ce step parce que j'aurais peut-être pas eu confiance en moi pour le faire, toute seule. Et bref, je me suis retrouvée, en Angleterre et en termes de conseils, j'avais très, très peur quand même parce que je connaissais absolument pas le marché, j'avais zéro contact, j'avais tout à construire.
Donc en fait, je me suis entourée d'une première petite équipe, essentiellement marketing, RP, VIP, enfin deux, trois fonctions. Et ce que j'ai fait pour vraiment m'imprégner du marché, c'est je leur ai dit, voilà, pendant 1 an, vous avez 50% de mon temps, de mon agenda, et je veux rencontrer toute la place Mmh. de Londres, en l'occurrence. Donc c'était les journalistes, les boîtes qui faisaient du sens, les influenceurs, etc., 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 les Les associations, VIC, tout ça? Mmh. voilà. Et en fait, ça a été ma vraie courbe d'expérience, tu vois? D'accord. D'être sur le terrain, de comprendre, la façon de mes clientes, et cetera, et de le vivre, c'est la meilleure, chose que j'ai pu faire. Donc vraiment de m'imprégner très, très profondément de cet écosystème. Et tu as vu des différences culturelles avec la France qui ont été, qui ont du coup eu un impact, tu vois, sur, le chemin que vous avez pris? Ouais, plein, le fait que bon, c'est des micro détails, tu vois? Mais la consommatrice anglaise, elle est déjà beaucoup plus rompue, et je te parle de ça il y a 10 ans en arrière, elle était déjà beaucoup plus rompue au e-commerce. Donc elle faisait beaucoup plus confiance en amont, à acheter des et à tenter des nouvelles expériences, online. Par contre, il fallait pas qu'elle soit déçue, de sa première Mmh. expérience. Elle était très, hem, Plus volatile un peu, c'est ça? ouais, mais c'est pas, elle avait besoin surtout d'avoir, que ça aille vite, tu vois? D'accord. Ils étaient déjà nés avec ASOS et Net-à-Porter, donc les choses allaient très, très vite. Mmh. Donc on a mis en place des petites choses, tu vois? Pour répondre à ce besoin-là. Typiquement, j'avais certains produits qui étaient en stock dans les entrepôts, donc c'est cet inventaire-là qu'on poussait pour qu'elles comprennent qu'elles pouvaient avoir leurs pièces d'occasion relativement vite. Enfin, il y avait tout un tout petit ajustement sans changer du tout le modèle, qui était à faire, tout comme les Allemandes, tu vois? Elles étaient beaucoup plus, vigilantes à comprendre, si l'entreprise était sérieuse. Donc il fallait, montrer, les transporteurs avec lesquels tu bosses, il fallait que tu aies un accès au customer service qui soit ultra, simplifié, mis en D'accord. avant, et cetera. Donc c'est des tout petits ajustements comme ça qui font que, tu comprends un peu mieux la façon de consommer et les attentes de tes clients en Mais c'est en local. étant sur le terrain que tu t'en rends compte? Que ça. Mmh. Et en parlant, vraiment aux clients, et encore une fois à l'écosystème, au quotidien. Parce que ça s'apprend pas dans les bouquins, et il y a pas une théorie qui dit, voilà, pour se développer dans tel marché, il y a ça. Et en fait, tu construis comme ça un espèce de playbook, qui ensuite tu peux déployer et enrichir, au fur et à mesure des expériences. Et j'ai fait pareil à Hong Kong. Ouais, c'est Et ça, j'allais te dire, donc du coup, tu fais Londres. Au bout d'un moment, ça commence à tourner un peu, c'est ça? Et tu te dis: «OK, next step, maintenant, il faut que j'aille ouvrir l'Asie». ouais, de Londres, moi j'avais mis des antennes, un peu partout, Espagne, Italie, bon bien sûr la France, avec des équipes en local. Donc j'avais des patronnes de pays qui étaient, absolument dingues, des super nanas, tu vois? Qui drivaient leurs propres équipes. Et là, je me suis retrouvée dans presque le siège arrière de la voiture, tu vois? Et ça m'a manqué. Pas assez d'action et de terrain, on en revient à Voilà. ça. Et elles étaient tellement, voilà, tout roulé. L'Europe était bien déjà déployée. J'avais une équipe aux États-Unis. Bon, c'est pas moi qui la gère en direct, mais tout se passait bien. Et là, j'ai senti, voilà, des fourmis qui commençaient à monter un peu dans les jambes, et je me suis dit: j'ai envie de ça, j'ai envie de repartir sur le terrain». Et il se trouve que organique, en demande organique, on voyait un peu des pays d'Asie comme ça qui commençaient à émerger. Et c'est la décision, voilà, c'est à ce moment-là qu'on prend la décision de se dire: «OK, ça fait sens pour le long terme». L'Asie, c'est quand même un terrain entre guillemets «de supply», enfin où il y a une offre de produits de luxe dingue, dans les placards. Donc allons-y. Et me voilà partie en septembre 2017, à Hong Kong, avec, mes filles, et mon mari sous le bras. Et tu es restée combien de temps? J'y suis restée 5 ans. Donc ensuite, pendant le covid, Ouais, ouais, je me suis fait, 2 années géniales, de Hong Kong, de voyage et de développement, terrain, 1 année de proteste et 2 années de covid. ouais. Et ça m'a tuée. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on est rentré, parce que Mmh. ça a été quand même, très, très dur, Mmh. de vivre cette période, là-bas, avec toutes les règles, toutes les quarantaines, et cetera. Parce que moi, je me suis pour autant pas arrêtée de voyager. Donc ça a été, ouais, ça a été assez traumatisant. L'expatriation quand on a une famille, ça doit pas être un sujet évident. C'est Mmh. sympa parce qu'habituellement, sans faire de stéréotypes, c'est quand même plutôt l'homme, si tu veux, qui fait voyager la femme et donc là, assez sympa qu'on soit dans l'autre situation. Mais bon, avoir 2 filles
Même si elles étaient plus si jeunes à cette époque-là, mais quand même avoir 2 filles, un mari, comme tu dis, que tu prends sous le bras, dans des destinations, pour certaines un peu farfelues comme Hong Kong, c'est pas évident. C'est quoi la conversation avec ta famille à ce moment-là? Alors, la chance que j'ai, c'est qu'avec mon mari, on a toujours été très alignés là-dessus. Je pense qu'on est tous les 2 franco-français. On a tous les 2 eu très, très envie de vivre ces expériences-là et de donner cette richesse, à nos enfants. Hem, donc c'était même pas une question entre nous. On D'accord, savait qu'on avait envie d'offrir ça à nos enfants. On les a mis très tôt, tu vois, dans des écoles bilingues, à Paris, même avant de bouger. Et en fait, on n'attendait plus que l'opportunité. Donc Londres, ça a été super facile, et Hong Kong, lui, était un dingue de l'Asie. Moi, c'était une opportunité business et on s'est dit: «Super», quoi. OK. Après ce qu'on n'a pas fait, c'est, je vais paraître pour une maman terrible, mais c'est écouter les enfants. Forcément, des ados ou des Oui, ils avaient enfants pas jeunes, très envie forcément de ils n'ont pas toujours envie, il y a des pleurs, il y a des petites crises, il y a 3 à 6 mois un peu difficiles quand tu arrives dans un pays, que tu les déracines, et cetera. C'est pas évident, tu vois? Mais on a toujours été convaincus que sur le long terme, c'était un cadeau absolument dingue. Et d'ailleurs aujourd'hui, tu vois, elles ont 17 et 18 et elles pensent qu'à une seule chose, c'est à partir dans un nouveau oui, tu leur as donné le virus, ça c'est un clair à mon nouveau avis. pays et découvrir un nouveau truc, tu vois? Mmh. Donc voilà, on est quand même on a toujours été très alignés là-dessus. Et c'est une vraie chance, ouais. Un autre sujet que j'aimerais bien aborder, c'est le sujet de la concurrence. Puisque, bah, alors c'est marrant parce que finalement toi dans ton histoire d'origine, il y avait déjà ce concurrent, Sébastien en Ouais. Mmh. l'occurrence et finalement bon, vous avez réussi à en faire une opportunité Mmh mh. et c'est un peu mon point d'ailleurs. C'est que je constate qu'il y a beaucoup de personnes qui écoutent ce podcast ou avec lesquelles je peux discuter, qui ont une peur bleue de la Mmh. concurrence et ça se comprend. Vous êtes dans un secteur qui est un secteur, d'avenir, donc Bien sûr. forcément, il y a beaucoup de gens qui se lancent et qui se sont lancés avec en plus parfois des levées de fonds conséquentes et cetera et donc ma question assez simplement, c'est comment est-ce que déjà premièrement toi à titre perso, tu vis, l'émergence de beaucoup de Mmh. concurrence? Et puis ensuite d'un point de vue plus business, c'est quoi les partis pris, stratégiques que vous avez adoptés pour, bah, vous différencier notamment Mmh. et tracer votre route? Alors, donc on s'est lancé comme tu disais tout à l'heure, quasi les premiers. Donc il y avait eBay, et on a été la première plateforme dédiée à la mode, comme tu la connais aujourd'hui et depuis effectivement, on a un peu fait des bébés, au sens où l'industrie s'est complètement, développée, à la fois sur des généralistes et des Ouais. spécialistes. Je pense à des StockX aux US et cetera. Et 2 choses, on voit ça comme enfin, je vois ça personnellement comme une vraie chance, encore une fois, parce que notre vision, c'est de transformer l'industrie. Donc plus on sera nombreux à faire ce switch et à faire shifter les consommateurs vers de la seconde main, plus on arrivera vite à améliorer finalement l'impact de notre industrie en positif. Donc ça, c'est super. Et 2, l'autre truc, je pense positif, c'est que c'est pas un faux truc, c'est vraiment de dire que quand tu as une concurrence forte, ça te pousse, et ça te force à être toujours plus innovant, toujours avoir un temps d'avance. Ce qui j'imagine, alors je l'ai pas vécu, mais ce qui j'imagine, quand c'est pas le cas et que tu es un peu le seul, sur ton territoire, te laisse, Ouais, tu peux être un peu plus complaisant, quoi. voilà, te laisse l'opportunité de t'endormir un peu plus sur tes lauriers. Mmh. Et nous, on n'a pas le choix, tu vois? Parce que ça pousse un peu dans tous les sens, que ce soit aux États-Unis, tu as un acteur qui s'appelle The Real Real, qui est sur un modèle un peu différent, mais qui est très gros, Vinted en Europe. La réalité, c'est que, pour répondre à ta deuxième question, c'est que nous, on est sur un espèce de territoire un peu unique, avec des éléments, dans la marque et dans le modèle de vestiaire, qui n'existent pas chez ces autres, concurrents. Et là, je te parle de la communauté, du trust au sens de la confiance, le fait qu'on intermédie Mmh. vraiment entre acheteurs et vendeurs sur de la curation, mais aussi sur du contrôle qualité et de Ouais, la l'authentification. contrefaçon. Mmh. Le fait de notre positionnement où on est plutôt mode accessible, designer et luxe, voilà. La dernière partie qui est notre activisme, qui est très très fort et on pourra en parler, où en fait on fait des choix radicaux,
Et là, je fais référence notamment il y a 2 ans. La fast Alors, fashion. ouais, fast fashion. On est devenu Bicorp entre-temps, qui, tu vois, qui prouve un peu notre crédibilité sur le sujet. Et c'est pas du tout pour le coup, ça prouve qu'on n'est pas dans le greenwashing, mais qu'on fait vraiment les choses. Et il y a 2 ans, on a commencé un vrai combat contre la fast fashion, qui encore une fois a été le point de départ de Vestiaire, en se disant, maintenant, j'étais au Ghana il y a un peu plus de 2 ans, tu vois, sur les plages, à travailler avec une association. Et quand tu vois le désastre écologique et social que cette industrie-là représente, tu te dis, en fait, c'est pas possible. Donc on est rentré dans une phase finalement de campagne pour éduquer le consommateur sur tous les méfaits de cette industrie, de cette consommation à outrance. Voilà, tout ça pour dire que ça fait partie de nos points différenciants chez Vestiaire. Et tu penses que si vous n'aviez pas eu autant de concurrents, bon, c'est difficile, tu vois, avec des si, on peut réécrire toute l'histoire, mais est-ce que tu penses que vous n'auriez peut-être pas été aussi loin dans certains aspects, tu vois, tant sur la partie contrôle qualité, anti-contrefaçon, etc., que sur bah, là, ce que tu dis sur la fast fashion et puis sur votre activisme. Est-ce que tu penses sincèrement que pas le parasitisme, mais en tout cas la concurrence vous a forcé à faire des choix plus radicaux? Alors, pas sur l'authentification, parce que ça, c'était vraiment déjà dans le cœur du système Day One, où on avait vraiment bossé avec les maisons partout en France et en Italie. Et donc ça, on s'était mis une exigence et de bien faire et de transparence vraiment très, très, très tôt. Euh, Sur la partie sustainability, peut-être que ça a joué, mais je pense que c'était surtout, avant de penser que ce soit la concurrence, c'était surtout notre propre Mmh. frustration qui était de dire, pendant 15 ans, pendant, pardon, 10 ans, on a mis du temps et beaucoup d'énergie à construire et à développer le business. On avait terriblement envie de rentrer dans la deuxième phase, qui était de pouvoir développer cet activisme-là qui était, tu vois, fondateur. Ouais, ouais. Et il se trouvait qu'on n'avait pas eu le temps, on n'avait pas les moyens, au sens où on n'avait pas d'équipe dédiée Ouais, en puis la interne. fast fashion s'est aussi beaucoup développée à ce moment-là, donc Ouais, et enfin puis encore voilà. Et plus. le conso, il a changé aussi dans le sens où Mmh. pendant 10 ans, on n'a pas voulu vraiment parler du sujet parce que le consommateur, on ne l'estimait pas mature pour entendre ce genre de discours et Mmh. qu'il y a un temps pour tout dans le marketing, et que une fois que voilà, on était un peu établi, que notre marque était bien présente, on a pu voilà Mmh. dérouler. Et surtout on avait besoin de faire le entre guillemets le ménage devant la porte, tu vois, au sens où on n'avait pas envie du tout de commencer à parler du sujet sans avoir fait tout le process interne, de savoir exactement où est-ce qu'on en était et d'être très très clean et très fort sur notre propre assise. Oui, pour éviter de tomber typiquement dans un greenwashing qui aurait Exactement. eu des effets, Ouais, assez dévastateur. négatifs. Tout à fait. Si ça ne te dérange pas, bah, je veux bien parler, un peu d'impact. Alors via, fast fashion ou d'autres choses qui te tiennent à cœur, bien sûr, mais j'ai l'impression que c'est vraiment un sujet, bah, toi qui te porte et puis d'ailleurs c'est pour ça aujourd'hui que tu en es, le leader chez Vestiaire. Mais je peux pas m'empêcher de penser que quand même cette décision de bannir le fast fashion de votre catalogue à un moment où ça devait quand même représenter une partie du chiffre, même si vous n'étiez pas sur ce segment exactement, mais c'est quand même, un choix assez Bien fort, sûr. que ça devait être flippant Ouais. en tant qu'entrepreneur et que de manière générale, le sujet de la conviction morale, est pas toujours facile à gérer, avec, bah, la réalité du business, quoi. Ouais. Alors, oui, ça n'a jamais été une décision, business, au sens où effectivement la fast fashion quand tu le prends, enfin, le problème c'est qu'il y a on a construit une définition, mais jusqu'à présent il n'y avait pas de définition de la fast fashion, donc ça représentait entre, hem, 5 et peut-être 7-8% du business de Vestiaire. Donc la décision, elle a jamais été business, c'était une décision encore une fois de valeurs profondes et d'activisme et de ce en quoi on croit. Hem, donc tout ça pour dire que ça n'a pas été difficile, ça a été il a été difficile de mesurer les différents steps parce qu'on avait tout à fait conscience que, comme c'était un choix fort et ambitieux, que de prendre la parole en public, donc en Mmh. interne sur Vestiaire, Pas de problème. pas de problème. Mais après, il fallait expliquer cette décision, justifier, et parce que tu peux tout justifier. Tu peux justifier le fait que, en fait, c'est peut-être mieux d'avoir la fast fashion sur Vestiaire,
parce qu'au moins ça donne une deuxième vie au produit. Mmh. Sauf que nous, on prend les choses beaucoup plus en amont en disant non, si on n'éduque pas les gens à mieux consommer dès le départ, on justifie en fait ce qui se passe au Ghana et tous les déchets qui sont produits par cette industrie. Donc on a pris une position effectivement radicale. Et c'était toute la phase d'explication et de développement de ce sujet-là qui a été assez lourde. Et là, on a sorti, tu vois, hier, par exemple, c'est notre troisième Impact Report dans lequel on réaborde ce sujet sous un autre angle, qui est l'angle du prix. Parce que l'année dernière, on a établi une première définition de la fast fashion avec des experts qui mettait en avant le fait que le prix des produits, donc ces prix très bas, très alléchants, etc., couplés Prix client, tu veux dire? prix client, ouais, avec du marketing à outrance, c'était le prisme par lequel, en fait, on suscitait de la surconsommation. Et aujourd'hui, on est en train de démontrer qu'avec une étude qu'on a fait avec un partenaire anglais et puis aussi sur 13 000 membres de la communauté vestiaire, mais aussi des externes, on est en train de démontrer qu'en fait, c'est une false economy, comme tu dis en anglais. Donc, c'est un puits sans fond, cette notion de prix, parce qu'elle est fausse, au sens où on est en train de prouver qu'on porte ces vêtements de fast fashion entre 2, 4 ou 4 fois moins que des vêtements dans lesquels on a investi un tout petit peu plus d'argent. Et qu'à la fin, ce qu'il faut regarder, c'est le cost per wear. C'est le coût au porté, finalement, D'accord. et pas du tout le coût facial. Parce que, alors j'ai pas les chiffres là tout de suite en tête, ça date d'hier. Mais si tu veux, une robe, on montre qu'une robe que tu achètes en fast fashion, elle est portée 8 fois moins qu'une robe que tu achèterais dans laquelle tu investirais un peu D'accord. plus. Et du coup, ton coût au porté, il est drastiquement supérieur quand tu parles de la fast fashion versus un achat raisonné de second hand. Hyper intéressant. Et en fait, ça donne une nouvelle perspective et une nouvelle façon de réfléchir, tu vois. Ouais. Et en fait, le titre de notre campagne, c'est « On ne peut pas… personne aujourd'hui, dans ce contexte a fortiori économique et de pression et d'inflation, etc., personne ne peut s'offrir de la fast fashion. » Parce que c'est une dépense complètement inutile et puis c'est un abus, encore une fois, et un non-sens écologique et ça impacte des communautés entières. Donc voilà, on essaye de trouver des raisonnements et des façons de le démontrer pour embarquer le plus grand nombre et faire changer tout doucement les mentalités. Écoute, je dis pas, je ne suis sûre que vous allez y arriver parce que la route est longue, mais en tout cas, merci de le faire et c'est marrant parce que tu vois, bon, sans vouloir ramener des trucs à nous, avec Gemio, quand je pense en fait à un bijou, c'est exactement cette même démarche en fait de dire: «C'est un objet de transmission, ça se porte parfois de génération en génération, tous les jours», donc j'avais jamais réfléchi, tu vois, à cette idée de combien ça coûte d'avoir un bijou, mais finalement par, occurrence où tu le portes, comme en général les gens portent une bague tous les jours, Bien sûr. que Dieu fait. En fait, à l'unité, c'est pas très cher. Au quotidien, ça revient Ouais. à 3 fois rien. Ouais, c'est Et intéressant. c'est la même logique, voilà, sur du vêtement d'occasion parce que, à la fin, quand tu as des choses dans lesquelles tu as investi, qui sont de bonne qualité, que tu aimes, auxquelles tu as un attachement émotionnel, bah, ça dure dans le temps et c'est ça qui fait du sens, quoi. Versus, tu as 60% de la fast fashion qui est jetée, en moins d'1 an. Ouais, ça m'étonne Ça, pas. c'est complètement absurde. Bon, alors sans transition, j'avais une dernière question avant de rentrer sur mon crible, qui est la question de la rentabilité. Alors, sujet épineux, mais si tu acceptes d'en parler, je trouverais ça très intéressant parce qu'on vit une période, depuis quelques années maintenant, où le paradigme a complètement changé parce qu'en Bien fait, sûr. avant, c'était croissance, 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 croissance avec beaucoup de levées de fonds, et cetera. Et puis maintenant, on le sait, c'est beaucoup moins le cas et notamment, les fonds d'investissement en général demandent, à juste titre, qu'il y ait un petit peu plus de rentabilité. Est-ce que du coup, vous avez dû, vous aussi, vous adapter à ce changement de monde, quoi, Ouais, littéralement? complètement. C'était, le jour et la nuit, comme tu dis, on est passé d'un paradigme à un autre, C'est arrivé quand à peu près, tu dirais? hem, sur les 2-3 dernières années, je dirais que ça a vraiment shifté, Covid Oui, a bah, après Covid, quoi. voilà, a pas aidé dans tout ça. Et nous, on est vraiment dans cette année-là critique, chaque jour qui passe, nous rapproche de la profitabilité. Donc elle est targetée là pour la fin d'année, on est en 2024 donc fin d'année, on doit y arriver après 15 ans. Ouais. Je t'explique pas le délai, quoi. Enfin, le délai au sens où le temps nécessaire à arriver
à cette étape. Aussi parce que vous avez choisi de faire beaucoup de croissance, c'est sûr. Exactement. On a choisi de faire beaucoup de croissance. C'était vraiment ça, d'aller créer ce leader mondial. Mmh. Et parce qu'on est aussi une marketplace et que on doit aller chercher un supply, donc une offre très très large pour pouvoir aller derrière attirer de la demande. Donc c'est un peu le cercle vertueux de notre métier. Et là, voilà, on est dans ce process-là et chaque étape compte. On a des roadmaps à tous les niveaux, bien évidemment financiers, HR, marketing, etc., d'être beaucoup plus vigilant sur tous les euros investis ou tous les dollars investis sur n'importe quel projet. Et l'efficience et l'efficacité de voilà, de chaque euro doit être prouvée et maintenue, etc. Donc c'est à la fois très dur comme process, mais à la fois très, je vais te faire beaucoup d'anglicismes encore, Tu as ça habité à Londres, donc on te ouais, pardonne j'ai et du à Hong mal Kong. à le faire en français, ça t'empower au sens où ça te permet d'encore mieux maîtriser tes coûts et ça te force finalement à avoir ce prisme, d'efficacité, nous sur le marketing notamment, mais voilà, un sou est un sou. Et c'est assez sain, finalement Bah, j'allais dire finalement dans votre modèle assez vertueux, je comprends que c'est malheureusement, pas facile d'avoir autant de croissance, bah, je le vis avec Gemio, hein, quand tu es rentable. Mais d'un autre côté, c'est vrai que c'est plus pérenne aussi et donc complètement. c'est intéressant, parce que je trouve que ça s'inscrit complètement, Ouais, dans les valeurs finalement que, bah, que, tu promeus ouais, notamment. ouais. Donc, Et à ce propos, on a même fait, bah, alors c'est un peu une digression, mais cette année, là, en janvier, on a fait rentrer, notre communauté au capital de Vestiaire, tu vois? Dans le sens incroyable. où on a fait Ah, je savais pas cette histoire. ouais, on a fait du crowdfunding, qui était vraiment la suite logique un peu de l'ADN de Vestiaire, au sens où on est une communauté de passionnés, on est certes une communauté d'employés et tous les employés depuis l'année dernière ont des shares de Vestiaire, donc on a distribué D'accord. des parts à 100% de notre staff. Et là, l'étape d'après, c'était cette année, c'était de se dire, bon, en fait, on va aussi remercier et permettre aux gens qui nous suivent depuis le début de faire partie de l'aventure d'un point de vue voilà, de shareholder. Et donc, on a fait cette étape de crowdfunding en janvier, qui a été un énorme succès, qui nous a aussi porté. Alors, on s'était mis une target de 1 million d'euros à lever. On en a levé 3, avec, je crois, 3,5, avec plus de 3000 participants. Enfin, c'était absolument dingue le retour finalement de notre communauté sur ce sujet-là, en disant oui, oui, on a envie de faire partie de, Mmh. de l'aventure Vestiaire. Et donc, on les embarque avec nous dans cette étape. On a été très clair sur la profitabilité, etc. Donc, on est vraiment hyper transparent sur le sujet et on y bosse jour et nuit pour y arriver. Écoute, on arrive à la fin de cette interview et à chaque fois, j'ai des questions que j'aime bien, un peu perso, tu verras, mais que je trouve intéressantes. J'appelle ça mon crible. Ouais. La première de ces questions, c'est: est-ce que tu as vécu dans ta vie, ça peut complètement être avant Vestiaire d'ailleurs, dans un prisme qui n'est pas du tout professionnel, mais est-ce que tu as vécu un grand échec? Qui est un peu ton plus bel échec? Tu pourrais me parler, à la fois parce que, bah, du coup, c'est rafraîchissant de voir que même des personnes qui ont réussi se plantent par moments, mais aussi, j'aimerais bien savoir quels sont les enseignements que tu en as tirés? Alors, je t'ai parlé tout à l'heure de mon premier job qui était, Ouais. je sais pas si tu peux l'appeler un échec parce qu'il était quand même formateur dans le sens où il m'a permis de savoir ce que je voulais pas faire. Donc ça, c'en est un, en soi. Et le deuxième qui est plus une anecdote, mais qui est quand même assez importante, dans la vie de Vestiaire, c'est qu'on a lancé, Vestiaire avec un nom qui s'appelait Vestiaire de copines. Mmh, c'est vrai. Et qu'on a dû, changer au bout de même pas 2 ans, qui était un nom absolument dingue et hyper fort pour la France. Mais on n'avait pas, je pense Anticiper l'international, quoi. voilà, on Mmh. n'avait pas suffisamment anticipé d'un point de vue, branding et cetera, l'impact des copines, à New York et à Londres, si tu veux, ça marchait pas du tout. Et donc on est passé par cette phase de rebranding qui a été ultra douloureuse et que honnêtement on aurait pu s'en passer, pour aboutir sur Vestiaire Collective. Long story short, c'est dès le départ, voilà, faites un pas de côté, pensez global, enfin selon le projet bien évidemment, mais
Donc je pense qu'on aurait eu un peu de mérite à penser à un tout petit peu plus Ouais, global. vous auriez économisé 2-3 sous et gagné un Voilà, peu de temps. un peu de temps, même si ce nom-là était dingue, Vestiaire de copine au début, mais on était un peu trop pressés dans notre première réflexion. S'il y avait quelque chose qui était à refaire, qu'est-ce que tu referais différemment? Pareil, pro, perso, enfin, ce que tu veux. Je ménagerais peut-être un peu plus ma monture, c'est-à-dire à Mmh. moi-même. Je me souviens des époques de l'époque Londres, la première époque, ça m'avait marqué quand j'y réfléchissais, où j'avais, pour moi, 1 heure par semaine. Au sens où, je bossais comme une dingue, jour et nuit, où j'avais plein d'événements et cetera pour le boulot, les enfants, je lâchais rien, j'allais faire, mes courses, je cuisinais, je me souviens tout le dimanche pour avoir, tu sais, toute la une alimentation parfaite pour elle toutes les semaines, tous les soirs et cetera, sachant que la semaine, je j'avais pas le temps de rien gérer. Et le dimanche soir, j'avais 1 heure, tu vois, je m'offrais un massage, à la maison. J'avais une fille qui venait me masser de 7 à 8 et c'était l'heure où je débranchais. Il fallait que rien ne se Personne vienne passe t'emmerder, quoi. et en fait, a posteriori, je me dis, «Waouh, Ouais. j'étais» et après, tu vois, avec le temps, tu le payes un peu quand même parce que c'est épuisant des rythmes de vie comme ça et c'était des voyages non-stop et c'était, voilà, j'étais jamais, 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 Mmh. en train de m'accorder du temps. Et donc ça, je pense que si c'était à refaire, j'aurais 2 ce heures 2 heures ou 3 par semaine voilà, déjà. j'aurais On cette fait sagesse de me ménager un peu plus. C'est quoi le meilleur conseil qu'on t'ait donné? Est-ce qu'il y a quelque chose qui te vient à l'esprit? Waouh. Ah, c'est pas des questions faciles, hein, je te préviens. Mais prends ton temps, prends ton temps. Le conseil, non, je pense que c'est des trucs, très bateaux, mais on en parlait tout à l'heure, c'est qu'on est toujours plus intelligent à plusieurs, et c'est ce côté collectif, enfin, c'est dans tu vois, dans la marque et dans le nom de Vestiaire, c'est que je suis intimement convaincue que voilà, on gagne quand on est à plusieurs, dans des équipes, dans des associés, des associations, dans des communautés. Et en fait, c'est voilà, c'est le pouvoir de l'humain, où on te dit toujours, tes investisseurs te disent: «C'est les équipes qui gagnent, au-delà du modèle, c'est une équipe» et cetera. Donc c'est vraiment ce sujet-là qui est de savoir s'entourer, et même, au-delà de s'entourer, directement professionnellement, d'être connecté à des gens qui vont pouvoir tu vois, dans ta vie professionnelle ou personnelle, te guider et te Mmh. te servir un peu de, Puis te challenger aussi ouais, peut-être? voilà, et te challenger. Donc c'est vraiment les gens, l'humain et être moi qui suis quelqu'un d'assez introverti, hem et pas toujours méga social, c'est voilà, de s'ouvrir et d'aller au contact, des gens et du network pour grandir et évoluer, en fait. Bah, alors, je suis obligée de rebondir sur ce point parce que ça fait 2 fois que tu dis que tu es introvertie. Or, c'est pas qu'il y a une contradiction, mais en tout cas, j'imagine une tension qui est pas facile pour toi, qui est que c'est aussi toi qui es en charge du développement et quand tu me parles de tes 50 de temps à Londres où tu dois rencontrer toute la Ouais, place ouais. londonienne, ça a pas dû être facile du coup? Non, mais en fait, tu vois, c'est des personnalités un peu contrariées où je pense, j'ai fait tout ce job-là, sans me soucier de qui Ouais, j'étais vraiment fallait le faire quoi. parce qu'il fallait le Mmh. faire, parce que ça me passionnait, parce que attention, c'est hyper, enrichissant et tu vois, je me suis, éclatée pendant toutes ces années. Mais c'est vrai que c'était un peu à contre-nature, tu vois? Parler, dans des confs, devant des Mmh. grands publics et cetera. Quand tu es quelqu'un de relativement introverti et de timide, tu pousses ta nature, en fait. Et oui, il y a un retour de bâton à un certain moment où tu as envie de choses un peu différentes, tu as envie de choses un peu plus, qui te correspondent un peu plus, mais ça ne veut pas dire que tu peux pas le faire le job. Ouais, visiblement. Et Donc tu penses que le fait d'être plutôt d'un naturel introverti a été aussi un avantage dans la création de ces, on va dire, meaningful relationships? J'utilise le terme anglais parce que je trouve qu'en français, il n'existe pas trop. Donc, des relations qui ont du sens, avec un peu plus de profondeur et de ouais, poids mmh, que juste le network de base où tu rencontres le carnet d'adresses. En fait, non, là, ouais. c'est un vrai. Ouais, je pense parce que, voilà, j'aime profondément, les gens et au cours de ces 15 dernières années, j'ai gardé, même sur des rencontres comme ça qui étaient, supposées être un peu superficielles, un peu rapides, j'ai gardé des gens autour de moi qui ont senti que c'était vraiment, organique, tu vois?
des gens que tu rencontres comme ça et avec qui tu cliques et avec Mmh. qui ça se passe bien, avec qui tu as envie d'échanger des choses un peu plus profondes. Et avec qui tu restes plusieurs années en contact et qui sont, voilà, qui sont là et qui sont un peu ton support système. Et je pense en effet que j'ai pas. Je parle pas beaucoup, mais quand, voilà, quand j'entame une relation ou une connexion, il faut que ça fasse du sens et que ce soit, ça puisse être développé un peu plus. Donc, j'ai pas, voilà, je suis pas ultra entourée, mais quand j'ai des relations avec les gens, et c'est en général, ils savent que voilà, ils peuvent compter sur moi et que c'est assez réciproque. Donc, j'essaye de creuser. Ouais. Quelques petites questions encore. Alors celle-ci, je l'aime bien. C'est soit métaphorique, soit au sens littéral, mais qu'est-ce que tu trouves beau? Alors, c'est intéressant que tu me poses cette question parce que j'ai été éduquée et j'essaye d'éduquer mes filles avec dans cet état d'esprit de la relation au beau. Je te disais, ma maman, qui avait quand même une sensibilité sur plein de choses, a éduqué mon œil. Et plein de fois, tu vois, au quotidien, on s'arrêtait devant un paysage, elle me disait: «Tiens, regarde comme c'est les Mmh. couleurs, dans la nature», tu vois? Elle connaît tous les arbres, toutes les espèces et cetera. Elle m'éduquait vachement là-dessus, sur le goût, l'alimentation, enfin, et j'ai reçu ça, d'elle, et aujourd'hui, j'essaye de le nourrir, de faire pareil avec mes enfants. Donc, tu vois, dans la mode, je leur fais toucher des belles matières, je leur apprends ce que c'est qu'une jolie coupe, un joli tombé, c'est, sur tes cheveux, surtout, et en fait, cette relation au goût et au il y a pas c'est pas un bon goût, mais c'est, savoir reconnaître et contempler les belles choses Mmh. et être sensible à ça. Je pense qu'il y a une vraie éducation du goût Totalement. à avoir et à faire auprès des enfants, et moi, ça m'a beaucoup portée, et si je peux le transmettre à mon tour, j'en serais ravie. Écoute, ouais, je te remercie de le partager parce que c'est vrai que je pense que c'est quelque chose que beaucoup de gens pensent inné, mais au Pas du final, tout, c'est assez culturel, quoi, c'est pas du quand tout. même. C'est totalement, enfin, en tout cas, moi, dans mon exemple, c'est totalement acquis. Mmh. C'est parce qu'on m'a arrêtée et on m'a dit: Mmh. «Tiens, regarde et forge-toi finalement ton propre œil». J'ai pas le même œil que ma mère et j'aurais certainement pas le même que mes filles. Mais en tout cas, cette formation à avoir un œil critique sur le beau en général et l'esthétique en général, hem, je trouve que ça fait beaucoup de sens, et puis, voilà, moi, c'est quelque chose Qui te nourrit aussi qui me certainement. porte, qui me nourrit. Être entourée de belles choses ou de bonnes choses au sens, alimentaire du terme, voilà, ça me remplit, ouais. Ça me fait du bien. Alors petite anecdote, je fais une side note, mais il se trouve que je suis en train de lire un bouquin sur les couleurs, figure-toi, qui est très D'accord. intéressant. Jean-Gabriel Causse, j'en profite pour le saluer et en fait qui dit que quand même tout le monde n'a pas la même relation à la couleur et que notamment les femmes apparemment auraient plus de bâtons dans l'œil, donc je ne connais pas tout le terme technique, mais D'accord. du coup verraient un petit peu plus de nuances de couleurs et qu'il y a quand même une vraie, pas inégalité, mais disons qu'en fait on ne naît tous pas égaux face à la couleur et qu'il y a des personnes qui vont voir plein de nuances de vert et cetera. Donc bref, je raconte ça quand C'est même parce que je intéressant. pense qu'il y a de l'acquis. Il y a aussi un petit peu d'inné sur certains aspects, mais purement physiologiques. Mais je trouve ça très intéressant. Moi, pour le coup, je sais que j'ai une sensibilité très forte à la couleur et je me D'accord. demande si du coup, j'ai pas, je sais pas, un petit Un peu de petit gène bâton de en plus. plus sur ces sujets. Alors attends, on revient à nos moutons. À l'inverse de ce qui est beau, le corollaire, c'est qu'est-ce qui t'irrite, qu'est-ce que tu trouves laid, qu'est-ce qui te dérange, t'énerve, que tu n'aimes pas observer autour de toi. Hem, je dirais, et c'est très lié à Vestiaire aussi, la consommation, à outrance et déraisonnée. Contrairement au bon sens paysan, si tu veux, des choses qui m'irritent, c'est, au supermarché à Hong Kong, tu pouvais pas faire un pas sans être entouré de plastique, Hmm. devoir potentiellement consommer des fruits qui étaient entourés de 25 emballages, individuels, puis collectifs, puis machin, et tout ce qui, voilà, fait pas de sens. Moi, je pense qu'avec Vestiaire, il y a une grosse recherche de sens, et cette proximité de la nature aussi dont je parlais tout à l'heure, mais en fait, tous les gens qui oublient, une consommation, raisonnée et rationnelle, ça m'horripile, ça m'agace, et je trouve que, ouais, qu'on a besoin d'évoluer là-dessus et de changer. Encore
Allez, 3 questions, 4 questions. Est-ce qu'il y a une maxime ou une citation qui te parle, qui te plaît particulièrement, peut-être que tu te répètes de temps en temps, que tu pourrais partager avec nous? Ouais, c'est celle que j'ai sur mon profil vestiaire, en l'occurrence, qui est, «Less is more», Mmh. alors qui peut être à la fois légère et à la fois très profonde et je pense qu'elle me caractérise beaucoup, au sens où alors, par rapport au boulot et à Vestiaire, j'ai toujours été selon mon éducation, une consommatrice, notamment de mode, très raisonnée et raisonnable. J'ai un tout petit dressing et je porte, strictement la même chose quasi tous les jours, tu vois? J'ai un uniforme. Hem et donc j'ai pas besoin d'avoir, et j'ai pas le luxe d'avoir le choix tous les matins de passer du temps à choisir ce que je vais porter, ça c'est pas mon sujet et donc le peu, en fait, c'est encore une fois, le beau et les choses qui me plaisent qui doivent être dans cette garde-robe. Mais de façon générale, je pense qu'il y a une vraie, et tu vois, plus tu avances en âge, hem, plus tu rentres dans un chemin un peu plus spirituel. Et je trouve que cette maxime, le less is more, elle est aussi très, très forte parce que tu te rends compte que encore une fois, tu as pas besoin de grand-chose, mais que ce dont tu as besoin, c'est en toi et il faut aller le chercher. On parlait hem, d'être approuvé ou validé, tu vois, Mmh. de l'extérieur. Bah non, c'est en toi. La confiance, l'amour que tu peux avoir en toi, l'amour-propre et tous ces éléments-là, je pense que, voilà, je commence à rentrer petit à petit, tu vois, dans la deuxième partie ou la troisième, je sais pas, partie de ma vie où ce less is more, il rentre en scène de façon beaucoup plus profonde et beaucoup plus, Mmh. spirituelle et c'est hyper excitant. Je vois ça, une nouvelle aventure en perspective. Est-ce que tu as une croyance qui est controversée? Ce que je veux dire, c'est une opinion que tu aurais sur la vie, le monde, la société, la mode justement et tu constates que, la les médias, on va dire, ou l'opinion publique générale n'est plutôt pas en phase? Bah, mon sujet du moment là, qui est la fast fashion, oui, je suis Mmh. assez horripilée quand, j'entends les journalistes dire: «Non, non, mais, la fast fashion, elle existe pour les gens qui n'ont pas les moyens» Ouais. et en fait, c'est une vraie enfin, c'est une fausse croyance complètement dans le sens où, justement, quand tu as pas les moyens, tu beaucoup plus, finalement intelligent et rationnel, dans tes choix. Parce que les choix sont beaucoup plus impactants, finalement et qu'on se rend compte que hem, la fast fashion, elle est consommée par des gens qui ont tout à fait les moyens et qui choisissent d'acheter, 10 pièces, et de faire des hauls sur Instagram, Ouais, ouais. parce qu'ils Oui, trouvent la ça quantité, fait qu'au final, c'est pas si peu cher, quoi. voilà, parce qu'ils trouvent ça intéressant et cetera et que les vraies personnes qui ont un trade-off à faire sur, les X euros à dépenser pour aller s'habiller, ben, en fait, c'est pas ça du tout leur sujet Mmh. et donc non, c'est pas un sujet d'accessibilité, la fast fashion, c'est un Mmh. sujet de consommation. Bah, merci de nous le rappeler. Est-ce qu'il y a un sujet sur lequel tu as déjà changé d'avis qui te vient à l'esprit? Écoute, tu sais quoi? Je pensais à ça, et j'arrivais pas à trouver de réponse. Je pensais à ta question parce que j'écoute, bien évidemment ton podcast et quand je t'entends poser cette question, je me Tu te dis: disais: «Mais «Mais» pourquoi est-ce qu'elle pose cette question foireuse?» non, non et c'est vachement intéressant et je me suis même remise en question en me disant: «Mais Je ne change pas d'avis. est-ce que tu es bornée comme fille?» Parce que j'ai On va pas peut-être découvrir quelque chose sur, Fanny Moisan, tu écoute, vois? et j'en parlais à mon associé pas plus tard que dans le train tout à l'heure, je dis: «Mais Sophie, Ah merde, qu'est-ce qu'elle va me poser qu'est-ce cette que qu'est-ce que question? tu dirais?» Et en fait, je pense il y a donc non, j'ai pas le souvenir d'avoir un truc où j'ai vraiment, pivoté et changé d'avis. Par contre, je pense que je suis très, je suis très adaptable au OK. sens où en fait, tu vois, mon raisonnement et je m'adapte, à mon contexte, aux informations qui sont autour donc mais mon raisonnement bien évidemment et mes décisions évoluent avec tout ce qui va autour. Donc je dis pas que je suis, monomaniaque de la décision et je suis tout à fait capable d'évoluer. Maintenant j'ai pas ce souvenir de changer radicalement de façon de penser, parce que quand c'est pas rationnel, et donc soumis aux informations et au contexte, c'est très intuitif, et je suis une fille d'intuition
Et ça, l'intuition, c'est rare que tu changes. Ouais, C'est c'est vrai. tellement dans, tu vois, dans tes guts et dans ton ventre que tu changes pas d'avis, en l'occurrence, puisque c'est en toi, quoi. Écoute, tu as le droit, pas de Voilà, donc problème. Borné ou intuitive, je sais pas. On sait pas, on À va toi dire de les 2, choisir. bornée et intuitive. Une dernière question, c'est est-ce qu'il y a un livre, qui t'a particulièrement marqué? Là aussi, c'est une question que je pose à chaque fois parce que tu sais que moi je suis passionnée par le beau, mais notamment via le prisme des mots et de la littérature et donc j'adore poser cette question. Sincèrement, par contre, sans toi libre, ça peut être vraiment mais une BD, Ouais. vraiment aucun jugement là-dessus. Au contraire, je trouve ça très intéressant, de voir que tout le monde a été influencé par des bouquins Ouais. différents. Moi, j'ai un bouquin d'ailleurs, je rêverais, tu vois, de me le racheter, de le relire, quand j'étais, je dirais ado, que j'ai lu, qui m'avait beaucoup marqué, c'était, Rilke, Rainer Maria Ah Rilke, ouais. qui Les était lettres à un poète disparu? ouais, Lettre à un jeune poète. Jeune poète, ouais. Ou pas Heu, disparu, je dis n'importe quoi. ah, ça, c'est le film. C'est le film, ouais. Et ce bouquin-là m'a beaucoup, donc c'est une correspondance, entre Rilke et un aspirant, à l'écriture, et c'était dans cette période-là où j'écrivais pas mal, et je pense que j'avais, voilà, besoin d'ouvrir un territoire, encore une fois, je t'en ai parlé tout à l'heure, des émotions autour Mmh. de, et en fait, il parle de cette nécessité de, est-ce qu'il est nécessaire d'écrire? Est-ce que c'est viscéral? Est-ce que tu le sens dans tes tripes, ce besoin d'écrire? Et donc tous les conseils, en fait, c'est comme si c'était Un un mentor un peu, mentor, voilà, ouais. qui parlait à Mmh. quelqu'un de plus jeune, et tout ça, ça faisait beaucoup, écho. Il disait, il y a un truc que j'avais retenu qui était, avant d'entrer dans les réponses, apprends à aimer tes questions. Et tu vois, à l'adolescence, c'était ça, c'était beaucoup l'âge et l'époque où tu te questionnes un peu sur tout, sur Mmh. tes émotions, c'est des grands 8 en permanence. Et ce livre, il m'avait assez bouleversée. Et j'aimerais bien d'ailleurs le relire, voilà, Bah, à tu me donnes l'approche de envie. la cinquantaine, Tu me donnes envie, tu me de, donnes envie. de, de voir si je rentre dans mes réponses ou si je suis toujours au niveau des questions. Écoute, Fanny, je te remercie 1000 fois pour ton temps. Est-ce qu'il y a un dernier message, un dernier mot que tu veux adresser à l'audience, quelque chose, qui te tient à cœur? Ou on peut s'arrêter là, bien sûr, mais j'aime toujours laisser un petit peu de temps aussi, pour ce dernier mot. Non, je dirais peut-être aux femmes qui nous écoutent. Alors moi, j'ai pas eu ce sujet-là, mais si toutefois il y a des femmes qui nous écoutent, qui ont envie de se lancer dans l'entrepreneuriat, peut-être leur dire que c'est normal d'avoir peur, que votre sexe, en l'occurrence, il a rien à voir avec, le sujet, que vous êtes tout à fait capable, aussi bien qu'un homme, voire mieux de temps en temps, de faire le job, mais ne vous laissez pas, paralyser par votre petite voix intérieure, parce que je pense que c'est un peu ce qui nous relie. On a un peu toutes, trop cette petite voix intérieure, et je vous rassure, au bout de 15 ans, je l'ai toujours, et cet imposteur syndrome et tout ça là, envoyez tout ça un peu valser. Vous posez pas trop ces questions-là et n'écoutez pas trop cette petite voix, parce elle doit être moteur, elle doit en aucun cas vous tirer vers le bas. Servez-vous-en pour que cette peur-là et cette angoisse-là, elle soit fondatrice de quelque chose. C'était, je crois que Sheryl Sandberg qui disait, qu'est-ce que tu ferais si tu n'avais pas peur? Et en fait, de temps en temps, là, quand vous êtes un peu paralysé par toutes ces angoisses qui remontent, essayez de les comprendre, de les analyser et de regarder de l'autre côté du mur de la peur, parce qu'en fait, on peut accomplir des choses, superbes, et voilà, et qui vous construisent. Donc ne vous laissez pas, ne nous laissons pas, nous les femmes, un peu trop, paralysées par voilà, ces petites voix intérieures. Bah, je te remercie, je suis très contente de t'avoir posé cette question. On va détruire la peur, s'armer de courage. Voilà. Merci Fanny 1000 fois pour tout ce que tu as partagé avec nous. Si jamais on veut te retrouver, on te suit bien sûr déjà sur Vestiaire Collective puisqu'on peut te suivre Ouais, et mais surtout, pour me contacter, c'est plutôt, LinkedIn, Instagram. Instagram. Je suis plus responsive sur Instagram que sur LinkedIn, Eh mais ben écoute, les 2 marchent. le compte Instagram sera dûment relayé et n'hésitez pas à contacter Fanny et à lui dire tout le bien que vous pensez d'elle. Merci beaucoup Fanny. Merci Pauline.